Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode, on revient aux sources de Ciel, mon graphiste, puisqu'on va parler de ton identité visuelle. Un sujet qu'on a plusieurs fois abordé dans le podcast, évidemment, mais cette fois, je voulais m'attarder sur les petits détails. Ces petits éléments auxquels on ne pense pas toujours, qu'on peut donc parfois négliger ou carrément oublier, que ce soit au moment de créer son identité visuelle, ou bien dans la création de nos outils et de nos supports de communication au jour le jour. Des petits détails, certes, mais qui peuvent jouer un rôle important pour prolonger ton univers de marque et rendre ta communication encore plus personnelle, originale ou qualitative. L'objectif ici, c'est vraiment de venir peaufiner ton identité, une fois que celle-ci est un petit peu plus définie, mais bien sûr, c'est également intéressant d'avoir ces petites choses en tête avant même de s'atteler à la création de ton univers graphique. Je vais donc te partager quelques éléments, donc j'ai pensé à quelques petites choses, en espérant bien sûr que tu viennes piocher des idées intéressantes pour ta propre communication visuelle, ou même que ça te fasse penser à d'autres éléments que tu pourrais améliorer. Les outils que je cite dans cet épisode seront disponibles en description. Bonne écoute! Je vais commencer par un élément assez basique en soi, c'est ta signature de mail. Ça paraît évident, mais c'est un petit détail qui est parfois oublié, et c'est quand même dommage, parce que le mail reste un outil très utilisé, donc c'est une des choses les plus simples à mettre en place pour commencer à avoir une identité un petit peu plus professionnelle. Et pour ça, t'as pas forcément besoin d'avoir un univers de marque clairement défini ou un logo pour soigner ta signature. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de super original ou trop envahissant, mais c'est important d'avoir une signature de mail claire, soignée, qui partage les bonnes informations à tes destinataires. En plus, il y a tellement de générateurs de signatures qui sont accessibles gratuitement sur Internet. On peut s'en créer une en quelques minutes, même sans avoir de compétences graphiques particulières, donc il n'y a pas vraiment d'excuse pour ne pas avoir une belle signature. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? La première chose, évidemment, pas de suspense, c'est ton nom, prénom, et puis un intitulé clair de ce que tu fais. Ça peut être tout bonnement ta position, ton rôle dans l'organisation que tu représentes, donc tu peux choisir un intitulé très factuel, type Community Manager, freelance, ou un intitulé plus personnel qui va évoquer un positionnement particulier ou une singularité importante de ton activité. En fait, c'est un peu à la manière de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les bios sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn ou Instagram. Il y a beaucoup de gens qui ajoutent un intitulé personnalisé qui va décrire davantage leur projet, leur vision ou même leur offre. Par exemple, une consultante RH se décrira plutôt comme dénicheuse de talent pour les structures à impact. Un développeur web, il pourra inscrire créateur de site web éco-responsable. Une coach business précisera j'accompagne les entrepreneurs lyonnais. Évidemment, c'est des exemples un petit peu bateaux et on peut certainement trouver mieux, je te l'accorde, mais c'est juste pour te montrer qu'avec quelques mots, tu peux partager des informations très utiles pour la personne qui reçoit ton mail. Si tu l'adaptes, bien sûr, à ce que tu fais, à ce que tu proposes. Ensuite, dans la signature, il faut qu'on trouve les coordonnées, ou en tout cas des liens qui permettent de te retrouver facilement. Que ce soit un numéro de téléphone si tu le partages, ce qui n'est pas obligé, ton site internet si tu en as un, ou les comptes de tes réseaux sociaux. Faut pas chercher à tout mettre si t'es présent sur plein de médias et plein de canaux différents, parce que le risque, ce serait d'avoir une signature à rallonge, et puis avec des liens peut-être mal ciblés, donc qui vont pas intéresser ton destinataire. Mais en tout cas, c'est important d'en mettre, parce que c'est pas si évident de retrouver quelqu'un sur Internet. Moi, ça m'arrive souvent, quand des gens n'ont pas forcément de signature avec leur site ou autre, de chercher à trouver ce qu'ils font, donc leur compte Instagram ou leur LinkedIn par exemple, mais de pas les trouver tout de suite ou en tout cas facilement. Donc ça peut être tout bêtement parce que le site il est pas encore très bien référencé ou que le nom de domaine il est écrit d'une façon différente que ce que j'ai dans le mail avec des tirets ou des abréviations ou même justement sous un nom commercial qui n'est pas communiqué en fait dans le mail parce que la personne aura juste mis son nom et prénom. D'ailleurs c'est pareil pour le pseudonyme, il y a des gens qui peuvent porter le même nom et prénom que toi et du coup apparaître avant toi dans les résultats Google par exemple. Donc c'est important de pouvoir avoir un lien qui pointe directement vers ton site ou tes réseaux. Ensuite, souvent dans les générateurs de signatures, tu peux ajouter une section supplémentaire sous la forme par exemple d'une mini bannière cliquable
ou d'un lien en tout cas qui va être mis en exergue par rapport aux boutons des sites et de réseaux sociaux que je mentionnais juste avant. Ça peut être très utile si tu as un élément particulier à mettre en avant, que ce soit ponctuel ou non, par exemple un lancement, un événement à venir ou une campagne promotionnelle que tu as lancée. Donc c'est une option intéressante qu'il faut utiliser quand même avec parcimonie bien sûr, et puis seulement au destinataire que ça va intéresser. Tu peux aussi ajouter une image, donc que ce soit ton logo si tu en as un, en choisissant une version adaptée bien sûr pour la signature de mail. Pour ça, je te renvoie à l'épisode sur les livrables de logo qui en parle. Mais tu peux aussi choisir de mettre une photo de toi parce que ça va humaniser le message, ça va mettre un visage sur un nom, ce qui est toujours sympa, plus convivial, et puis potentiellement très utile pour qu'on se rappelle de toi. Par exemple, si tu contactes par mail quelqu'un que tu as rencontré lors d'un événement, il va faire plus rapidement le lien avec vos échanges lors de cet événement justement, et il sera peut-être aussi du coup plus enclin à lire le mail que tu vas lui envoyer, etc. etc. Donc maintenant qu'on a décrit un petit peu tout ça, quels conseils moi je peux te donner en pratique pour bien utiliser ta signature de mail? Déjà, je te propose de réfléchir à plusieurs signatures si c'est pertinent pour toi. Par exemple, tu peux créer une signature adaptée pour la partie prospection ou client et une autre pour la partie plus collaboration, partenaire ou presse par exemple, parce qu'il se peut que les liens et les coordonnées que tu vas partager dans ta signature ne soient pas les mêmes, donc ça va être intéressant effectivement d'en avoir deux distinctes. Et puis dans une démarche de limiter ton impact numérique, je t'invite aussi à décliner ta signature dans une version allégée. Donc, typiquement, tu vas avoir ta signature primaire pour la prise de contact, donc pour un destinataire à qui tu écris pour la première fois, et une autre plus légère, donc sans image par exemple, ou avec moins de liens, pour la suite de vos échanges, ou pour communiquer avec quelqu'un qui dispose déjà de tes coordonnées et qui n'aurait pas besoin d'avoir tout ça. Donc c'est un petit éco-geste, bien sûr, ça va pas changer la face du monde de faire ça, mais si on peut se délester du superflu, autant le faire. Sinon, tu peux aussi tout simplement supprimer ta signature dans les prochains allers-retours par mail, une fois qu'elle est devenue totalement futile. Moi, c'est ce que je fais en général. Si ça t'intéresse d'ailleurs, sur mon blog, j'avais rédigé un article sur les éco-gestes liés au mail. Donc tu peux le retrouver sur le site chickadeeblue.com. On passe au deuxième élément pour peaufiner ton identité visuelle jusque dans les moindres détails. Ce deuxième élément, il va t'intéresser surtout si ta communication, elle repose essentiellement sur un site internet ou un blog notamment. Et je veux te parler des images d'aperçu d'un lien. Donc l'image qui va s'afficher comme prévisualisation d'un article de ton blog quand il sera partagé sur LinkedIn, Facebook ou Twitter par exemple. Je t'ai dit qu'on cherchait la petite bête dans cet épisode, j'exagérais pas. Alors d'abord, je te conseille de faire un petit état des lieux, si ça te concerne bien sûr. Parce que c'est possible que tu n'avais jamais pensé à ça avant, mais heureusement, il existe des applications simples et gratuites qui te mâchent le travail. Il suffit de rentrer le lien qui t'intéresse et tu verras comment il s'affiche quand il est partagé. Donc tu sauras notamment quelles informations sont récupérées par les plateformes pour afficher ton lien. Parce qu'en fait, il s'agit des métadonnées de ta page ou de ton article. Au-delà du visuel, pense avant tout à bien les renseigner, ces métadonnées, et à les rendre claires. Donc ça va être le titre SEO, c'est-à-dire le titre principal de l'article, son lien URL et sa métadescription. Et puis ce qui nous intéresse ici, l'image qui est mise en avant pour cette page ou cet article. Alors en fonction de ton constructeur de site internet ou des plugins que tu vas utiliser dessus, tu auras différentes options pour aller paramétrer tout ça, que ce soit dans les réglages généraux de ton site ou sur les paramètres de chaque page et chaque article. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'un lien partagé sans image qui vient de décrire, ou un titre peu représentatif de son contenu, il aura moins de chances d'être ouvert, tout simplement. Le pire, en fait, c'est même pas qu'il n'y ait pas d'image qui lui soit rattachée, c'est surtout d'avoir un visuel inadapté, que ce soit en format, en dimension. Donc le résultat, ça va être une image toute moche, disproportionnée, voire une image qui est même pas pertinente avec le contenu du lien, ce qui peut apporter de la confusion. Moi, j'ai fait le test avec quelques articles de mon blog, quand j'ai préparé l'épisode, et je me suis rendu compte que parfois j'avais rentré le mauvais titre pour un sujet, ou que j'avais oublié de modifier la vignette d'aperçu, justement, parce que ça m'arrive de dupliquer un article existant pour venir travailler dessus. Donc c'est des petites erreurs d'inattention, c'est pas grand chose, mais c'est dommage de pas avoir vérifié ça avant. Bon, maintenant je l'ai fait, je vais pouvoir corriger tout ça. Parce qu'en fait, ça peut influencer la qualité ou la valeur perçue, en tout cas, du contenu qui est partagé. Donc ça va augmenter ou limiter sa portée potentiellement et ses chances d'être relayé, partagé et consommé de façon plus globale. Donc là encore, pour peaufiner ces détails, t'as pas besoin de grand chose. Tu peux très bien créer un template simple
que tu vas modifier pour chaque page ou article de ton site. Tu peux mettre une photo pertinente ou créer un visuel sans photo ou sans illustration, mais qui va reprendre les informations principales du contenu en les agençant de façon plus attractive pour qu'ils ressortent parmi d'autres publications une fois partagées sur les réseaux sociaux. Il y aura une petite manipulation à faire en fonction de ton constructeur de site, comme je disais juste avant, ou de la plateforme que tu utilises. Donc là, je te laisse faire une petite recherche pour trouver la solution qui te convient. Moi, par exemple, comme j'ai un site WordPress, je passe par les paramétrages du plugin Yoast. Donc c'est l'extension la plus utilisée, je pense, pour WordPress en tout cas, pour aider au référencement naturel des pages et des articles de blog. Dans tous les cas, peu importe ta situation, il y a plein d'articles sur Internet qui expliquent comment bien paramétrer ces vignettes d'aperçu. Donc tu trouveras en quelques minutes la démarche à suivre en fonction de ton cas. On continue avec d'autres éléments de ta communication que tu peux soigner pour renforcer ton univers. Pour ce troisième point, je vais parler de tes documents et des supports qui accompagnent tes prestations. En tout cas, l'expérience de tes clients et clientes. Donc pour les documents, ça peut être un bon de commande, une proposition commerciale, une réponse à appel d'offres. Et moi, je pense aussi aux messages de confirmation qui sont souvent automatisés. Par exemple, les confirmations de commande, les messages de remerciement à la suite d'un achat ou d'une réponse à un questionnaire, un mail de fin de mission pour recueillir un avis client. Enfin voilà, généralement pour ça, on s'aide d'outils et de plateformes qui vont centraliser et formaliser un petit peu ces étapes. Je pense par exemple aux logiciels de facturation ou des applications pour prendre rendez-vous en ligne via un calendrier. Et souvent, les options de personnalisation, elles sont limitées en fonction de l'outil, tout simplement, ou de l'abonnement que tu utilises de cet outil. Tu auras évidemment accès à davantage de personnalisation avec un forfait payant, par exemple comme pour Calendly ou Notion. Pour autant, il faut essayer de tirer le meilleur parti de ces outils pour prolonger, comme je disais, ton univers de marque et donc l'expérience que tu offres à tes clients. Et je vais prendre quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus parlant. D'abord, si je prends mon cas, moi je passe par un logiciel pour éditer mes devis, mes factures, et je peux pas vraiment personnaliser le document, mis à part son contenu, évidemment, et puis l'ajout de mon logo en en-tête. Pareil, quand c'est une mission qui s'effectue via la plateforme de freelance Malte, les propositions que je vais rédiger, elles sont éditées directement dans le site, sur la plateforme, donc j'ai pas vraiment de marge de manœuvre pour la mise en page et le style, que c'est pas éditable. Ce que je trouve, moi, un petit peu pénalisant, parce que je propose des prestations graphiques, que je peux aussi être mise en concurrence avec d'autres prestataires. Donc je veux pas me contenter d'envoyer un devis avec juste le détail de la prestation et le tarif. Moi, je veux envoyer une vraie proposition pour montrer à mes potentiels clients ce que je peux leur apporter, pour aussi les projeter dans une future collaboration. Je veux pas qu'ils se retrouvent avec un simple devis à comparer, parce que ça va être des devis qui se ressemblent un peu tous, visuellement parlant en tout cas. Donc quelque part, la prestation, pour moi, elle commence ici, en fait. Avant même qu'il y ait quoi que ce soit de signé, j'essaye de peaufiner le parcours de mes clients et donc de mes prospects. Et j'envoie, en plus de ce devis assez formel, détaillé, un document supplémentaire qui va reprendre nos échanges, donc la demande qui m'a été faite, les solutions que je propose pour y répondre, qui vont donc être détaillées et tarifées ensuite dans le devis, les premières pistes de réflexion qu'on a pu aborder ou auxquelles j'ai pensé pour son projet, des recommandations que je peux faire. Je peux aussi indiquer comment se déroule la prestation en question avec les étapes clés, l'estimation du temps nécessaire, et puis au besoin, je peux adapter ce document en ajoutant par exemple des références de mon portfolio pour donner des exemples de projets que j'ai réalisés et qui peuvent parler aux clients, etc. etc. Donc évidemment, ce doc-là, cette proposition, elle reprend aussi mon identité visuelle pour que la personne qui la reçoive puisse s'immerger un petit peu dans mon univers, mais c'est aussi utile, je trouve, pour aider la personne à comparer les propositions qu'elle reçoit. Parce que quand on fait appel à plusieurs prestataires, on peut finir par confondre un petit peu qui nous a envoyé quoi, surtout si les propositions et les devis ils se ressemblent visuellement. Alors c'est rigolo parce que parfois, quand j'appelle quelqu'un qui m'a contacté via le formulaire de mon site par exemple, des fois j'entends la brève panique de la personne au téléphone parce que elle a dû regarder plein de sites de graphistes, elle en a peut-être déjà contacté quelques-uns, et du coup, moi je l'appelle, elle sait plus vraiment qui je suis par rapport à quel site. Donc voilà, il y a toujours un petit moment des fois de flottement où en fait, très rapidement, il me replace, que visuellement, il va se rappeler des pages de mon site ou de mon logo ou peu importe. Et c'est vachement parlant parce que je trouve que quand il aura les propositions après sous les yeux, le document qui va être un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus soigné, qui va reprendre aussi mon identité, ça va lui permettre
de la rattacher visuellement à notre échange, à notre coup de téléphone, etc. Donc ça semble pas important en soi, mais j'ai quand même constaté que ça fait une différence parce que les prospects qui reçoivent ces propositions, ils vont apprécier en fait ce petit plus. Ça montre que j'ai pris le temps de prendre en considération leurs demandes, que j'ai adapté aussi ma proposition à leurs besoins. Parfois, ça leur donne des indications sur ce que j'ai compris aussi vraiment de leurs attentes, ça confirme un petit peu notre premier échange, ça complète les informations qu'il va retrouver ensuite dans le devis par rapport à la prestation proposée, à ce qui va être fourni ou à la manière dont la collaboration elle va se dérouler. Et puis pour celles et ceux qui m'ont trouvé via un autre biais, par exemple que mon site ou en tout cas mes comptes de réseaux sociaux, ça leur donne un aperçu supplémentaire de ma vision en tant que graphiste, de mon univers créatif et du coup de ce que je pourrais potentiellement leur apporter pour leur projet. Donc évidemment, ça c'est personnel et c'est lié à mon activité. Je sais pas si dans ton cas, ce que je dis là est pertinent, mais en fonction de ce que tu offres, de ce que tu proposes comme produit ou comme service, ça peut peut-être te donner des idées pour aller plus loin dans la personnalisation des outils et des supports qui viennent accompagner, qui viennent soutenir quelque part tes prestations. Je vais prendre un autre exemple avec le cas de Back Market. Donc tu connais probablement, c'est un site de e-commerce d'objets reconditionnés. Ils ont une identité et un univers assez marqué, notamment dans le ton qu'ils utilisent, qui est assez informel, qui sont chichi, plutôt rigolo. Donc ça fait entièrement partie de leur stratégie et puis de leur développement de marque, parce qu'ils veulent rendre la seconde main accessible, simple, cool aussi quelque part. Et ça se retrouve dans des messages assez rigolos ou assez second degré parfois, et ça tout au long des étapes utilisateurs. Donc ça va être du message de confirmation de commande, à l'expédition de notre produit, à la réception de la facture, etc., etc. Donc tout ça, c'est automatisé, bien sûr, mais en tant que client, on reste de bout en bout immergé dans cet univers qui se veut convivial, bon enfant, assez fun, assez rigolo, même aux étapes qui sont, entre guillemets, plutôt factuelles et pas fun du parcours d'achat. Alors là, pareil, j'ai pas de solution toute faite à te proposer en miroir pour ton activité, mais je trouve que ça invite à réfléchir aux petites choses qu'on peut améliorer pour prolonger effectivement aussi son identité, son univers, l'ambiance aussi qu'on souhaite pour sa marque, afin qu'elle soit vraiment cohérente de A à Z pour ton client ou pour ton audience. L'objectif, ça va être vraiment de se mettre à leur place en fait pour revenir améliorer un petit peu toutes ces choses-là, que ce soit dans les interactions qu'il pourra avoir avec toi directement ou sur ton site ou tes réseaux sociaux par exemple. Dernier point de cet épisode auquel j'avais pensé, la page 404. Donc j'en ai déjà parlé quelques fois au fil d'autres épisodes, mais je trouve qu'elle avait sa place ici parce qu'on y pense peu au moment de créer son site web. Et pourtant, c'est un élément important sur lequel il est très utile de venir prolonger et décliner ton identité visuelle. Donc pour rappel, une page 404, en fait, c'est une page renvoyée par le serveur d'un site web quand la page demandée, elle n'existe plus ou qu'il y a eu une erreur dans l'URL, par exemple. Donc, bref, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Et du coup, la personnaliser avec ton univers graphique, ça va être très utile pour éviter de créer une rupture pour la personne qui est en train de visiter ton site tranquillement, elle clique sur un bouton et erreur 404, la page vide, toute blanche. Je sais même pas si c'est une erreur ou si c'est une arnaque, parce que peut-être que je ne sais pas ce qu'est une page 404, et que du coup ça me rassure pas trop de me retrouver là après avoir cliqué sur un bouton de ton site qui me semblait fiable et de confiance. Donc première chose, en ajoutant une petite phrase toute bête qui explique au visiteur pourquoi il se retrouve là, ça rassure et puis ça lui permet de reprendre sa recherche tranquillement sur ton site. Ensuite, en venant la personnaliser, tu peux aussi choisir de réaiguiller la personne vers ce qu'elle peut potentiellement chercher. Donc en lui faisant des suggestions, en remettant un petit plan de site par exemple, pour qu'elle reparte directement au bon endroit. Enfin en tout cas tout ce qui va être le plus pertinent pour toi en fonction de comment ton site est construit, bien sûr. Pourquoi pas même ajouter un formulaire d'aide, notamment si la page 404 elle s'affiche sur un lien important et qui doit être accessible pour tes utilisateurs. Donc là, il vaut mieux que tu sois au courant rapidement s'il y a un problème. Donc, tu peux même imaginer une option qui permette à l'utilisateur de signaler qu'il y a une erreur, pourquoi pas. Ou en tout cas, le plus important, de lui donner une alternative pour répondre à son problème dans l'attente que cette page soit réparée. En tout cas, l'objectif, là, c'est de ne pas laisser ton utilisateur dans la panade. Une page 404 soignée, personnalisée,
adapté, ça peut permettre de transformer une expérience négative, bon, on s'entend, c'est pas la fin des haricots non plus, une page 404, mais en une expérience positive pour un visiteur et potentiel client ou cliente. Ça va lui montrer que tu fais attention même à ce genre de détails, donc ça envoie quand même des bons signaux, et c'est une preuve de professionnalisme de ta part. Donc je vais te mettre pareil des liens vers des exemples de page 404 pour donner quelques idées. Il y a vraiment de tout, certaines entreprises jouent sur la corde humoristique avec un petit message ou une illustration rigolote. Il y en a d'autres qui vont pousser le truc en l'adaptant vraiment à leur marque, à leur produit, pour rester totalement dans l'ambiance qu'ils ont voulu créer dans leur site. Puis il y a d'autres qui vont carrément ajouter un petit jeu, une musique, pour compenser la mauvaise surprise de cette page 404. Enfin voilà, il y a des exemples en veux-tu en voilà, il y a plein de bonnes inspirations à prendre que tu peux adapter pour ton identité, pour ton projet, ton entreprise. Donc je t'invite à le faire. Le diable se cache vraiment dans les détails, mais ce sont ces petits détails qui peuvent faire une différence pour ton client. C'est déjà la fin de cet épisode. Alors évidemment, il y a d'autres exemples que j'aurais pu citer, et puis peut-être que si je pense à d'autres choses, je ferai une suite à cet épisode un de ces jours. En tout cas, j'espère que ça t'a donné quelques idées, peut-être même du coup un petit peu de travail parce que t'auras quelques petits trucs à améliorer de ton côté. Mais tu vois, c'est vraiment des petites choses qui peuvent se peaufiner assez facilement, qui sont pas forcément prépondérantes dans ta communication visuelle. Mais je trouve que c'est vraiment en pensant à toutes ces petites choses qu'on vient créer un univers beaucoup plus fort, beaucoup plus qualitatif, et mis bout à bout, ça peut apporter une vraie valeur aux yeux de tes clients, de tes utilisateurs, ou en tout cas des personnes qui te suivent, tout simplement. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour le dernier sujet de Ciel mon graphiste de 2022, parce qu'après ça, le podcast s'accordera une petite pause pour les fêtes de fin d'année. À très bientôt!